Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public au cours duquel nous tenterons d'éclairer certains aspects de l'actualité avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec David Jayes, essayiste et professeur à Sciences Po, avec Mathias Fekl, ancien ministre et avocat et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, et avec Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova. Signalons glorieusement à nos auditeurs que Jean-Louis Bourlange a été élu par ses pairs président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, et hâtons-nous de préciser que ça ne change rien à sa participation à nos conversations hebdomadaires, participation d'ailleurs que Jean-Louis a tenu à mentionner dans toutes ses notices biographiques, et que cependant l'agence France Presse ignore, mais comme elle a toujours ignoré toutes les informations concernant le Nouvel Esprit Public, ses invités ou ses thématiques depuis septembre 2017. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour sujet l'extrême droite sans Marine Le Pen. L'historien et chercheur au Centre d'études politiques de l'Europe latine de l'Université de Montpellier, Nicolas Lebourg, y signe un article extrêmement documenté sur la droite des Le Pen, droite faite de quantité de groupuscules que Nicolas Lebourg présente en détail et dont il souligne, je cite, qu'il ne faudrait pas croire que puisque chacun de ces groupes est petit, leur somme serait dérisoire. Il affirme également réduire le vote pour l'extrême droite à un vote de colère a toujours été une fausse piste. L'électeur d'extrême droite sait voter utile pour ses idées. Au passage, il pose la question du rôle de certaines chaînes d'information continue dans la propagande de ces idées, en relevant que le leader d'un de ces groupuscules, les Patriotes, Florian Philippot, 0,65% de voix aux élections européennes, Florian Philippot était l'invité de CNews les premiers 4, 11, 20, 23, 26 et 31 décembre 2020. Nous avons mis en ligne mercredi dernier un nouveau bada de notre série consacrée au monde de la culture. C'est un entretien avec Françoise Lax, agent d'artiste, profession longtemps ignorée ou fantasmée, et que la série de France 2, également diffusée par Netflix, 10%, a mis sous les projecteurs. Mais si dans cette série 10%, presque tout est vrai, presque tout n'est vrai que pour 10% de ceux qu'on appelle maintenant les talents, les acteurs et les actrices, et pour celles et ceux qui les représentent. Vous en saurez davantage en écoutant Françoise Lax en cliquant sur notre onglet Bada. Intéressons-nous maintenant à la situation économique et à ce drôle de tango sur un drôle de volcan. Le 12 janvier, le ministre de l'économie a affirmé le plus dur est devant nous. Après une récession historique d'environ 9% en 2020, dans le contexte d'une crise sans fin, Bruno Le Maire a plaidé pour un report d'un an du remboursement par les entreprises des prêts garantis par l'État et veut déplafonner les garanties publiques pour les transformer en quasi-fonds propres. Il a assuré également le maintien de l'activité partielle à 100% pour les entreprises fermées. L'ensemble de ces dispositifs d'urgence en 2020 a entraîné une hausse spectaculaire de la dépense publique. Le déficit de l'État, qui ne comprend ni les dépenses de protection sociale ni celles des collectivités locales, s'est établi l'année dernière à 178 milliards contre 93 initialement prévus. Un solde inédit depuis la Seconde Guerre mondiale, relève Bercy. Pour le mois de janvier, la Banque de France table sur une perte d'activité d'environ 7%. Dans beaucoup de secteurs, en particulier des services, l'évolution de l'activité restera très dépendante des mesures sanitaires qui seront mises en œuvre, ont indiqué les économistes de l'institution bancaire. Si l'agriculture et l'industrie devraient limiter la casse, moins 4%, la construction, moins 7%, et surtout les services marchands, moins 9%, devraient enregistrer de sensibles pertes. Compte tenu du poids du tertiaire dans l'économie française, la croissance au premier trimestre devrait donc encore souffrir. Selon une enquête de la Confédération des petites et moyennes entreprises auprès de 2400 dirigeants des PME-TPE, très petites entreprises, menée du 7 au 20 janvier, 49% des chefs d'entreprise estiment que leur entreprise est incapable de supporter un troisième confinement. Par ailleurs, 45% des PME ayant eu recours aux prêts garantis par l'État
pense ne pas pouvoir le rembourser. Le Fonds monétaire international a revu mi-janvier sa prévision de croissance pour la France en 2021, 5,5 au lieu des 6% prévus. L'endettement des entreprises et la flambée du chômage sont les principaux risques à venir, selon les économistes de l'institution internationale, qui soulignent, je cite, que la France est l'un des pays les plus touchés au monde. Si le chômage partiel a permis d'éviter une hausse brutale des inscriptions à Pôle emploi l'année dernière, plus de 700 000 postes ont été détruits en 2020, selon l'INSEE. Les faillites à venir pourraient gonfler ces chiffres. Le FMI table pour sa part sur un chômage, dans la définition du Bureau international du travail, à 10,4% de la population active en 2021, contre 8,7 en 2020 et 8,5 en 2019. Les économistes s'inquiètent particulièrement des travailleurs peu qualifiés et des jeunes. Le FMI prévoit en outre une dette à 117,6% du PIB en 2021, après 115,3% en 2020 et 98,1% en 2018. Sur cette question, Lionel Zinsou. Oui, Philippe, merci pour cette introduction. Moi, je vais essayer de montrer que pour l'esprit public, c'est très important de ne pas se tromper dans le diagnostic de la situation instantanée de l'économie, parce que ensuite, on règle toutes ces anticipations réputées rationnelles sur ce diagnostic, si bien qu'on peut ne pas être prêt en termes d'investissement, d'emploi, de logistique. Il ne faudrait pas que l'économie se retrouve dans la situation du vaccin où on s'aperçoit quand même qu'on n'a pas la capacité industrielle de fournir toutes les doses nécessaires, parce que si ça s'étendait à tous les secteurs d'économie, ce serait grave. Et c'est en partie une question de confiance et une question de bonne information. Vous voyez, par exemple, quand on dit la récession française de 2020 est estimée autour de 9%, enfin, il se trouve que vendredi, l'INSEE a publié que c'était moins 8,3%. Alors, une différence de 0,7, ça n'a pas l'air très important, mais enfin, si dans les années précédentes, on avait eu plus 0,7 par rapport à nos 1,5, 1,2, on aurait juste créé des centaines de milliers d'emplois. Le gouvernement avait dit dans les lois de finances rectificatives cet été et dans la loi de finances initiale que 2020 se terminerait sur 11% de récession. On était 8,3%. À la fois parce que personne n'a vraiment accepté les chiffres du troisième trimestre, qui sont un rebond très important en 2020, plus 18,2% du PIB. Personne s'y attendait. Bon, je me rappelle qu'on avait publié chez Terra Nova une note sur le thème « Il faut surtout ne pas manquer le rebond qui va être historique au troisième trimestre ». On s'était un peu moqué de notre optimisme. Alors, ça a dépassé toutes les prévisions. Faire donc un tout petit peu attention. Quelle est la situation réelle? C'est que le quatrième trimestre a été bien meilleur que ce que prévoyait le gouvernement. Mais ça a une conséquence sur 2021. C'est ce que les économistes appellent un acquis de croissance. C'est-à-dire qu'on est en dessous, grosso modo, de 4% de la normale, entre guillemets, c'est-à-dire la situation où on était pré-Covid en décembre 2019. Alors que l'année est à moins 8,3, ça veut donc dire qu'on finit l'année mieux que ce qui est la réalité moyenne de cette année. Et ça veut dire en clair que si on restait juste au niveau de production de décembre et de janvier et qu'on ne fasse pas de progrès dans l'année, on a déjà ce qu'on appelle un acquis de croissance de 3,6% de l'économie française. C'est-à-dire que par rapport à la moyenne de l'année 20, la moyenne de l'année 21, en restant complètement stable, c'est-à-dire aucun progrès de vaccination, pas de baisse de la létalité, pas de traitement parmi ceux qui sont annoncés en juin, on reste absolument stable et on sort un chiffre moyen de plus 3,6. Et tout progrès qu'on ferait sur le plan sanitaire et tout confinement raccourci qu'on pourrait, ou bien aménagé qu'on pourrait au fond connaître, tout ça, ça vient en croissance en plus. Et il y a des pays qui vont le faire, et là-dessus, en général, l'opinion publique française n'a pas trop de doutes. Les États-Unis, c'est absolument clair. L'Allemagne, c'est absolument clair. Mais la France n'y échappe pas, vu qu'elle a eu un meilleur troisième trimestre que tous les autres pays européens, qui l'a ramené au niveau de l'Allemagne, qui était
elle, moins touchée au deuxième trimestre, et on a eu également un meilleur quatrième trimestre que la moitié de l'Europe. La deuxième chose, c'est que ce qu'a montré le troisième trimestre, c'est que cette crise sanitaire n'est pas une crise économique endogène. Donc, dès que les gens sont libres de consommer et d'investir, la réactivité est très forte. Si on prend l'investissement, cette crise, elle montre que l'investissement a baissé comme le PIB. Bon, d'habitude, dans les crises, l'investissement, il baisse 2 à 3 fois plus que le PIB. Donc là, il a baissé de 8%. Et surtout, il s'est redressé au quatrième trimestre. Donc, faire attention, la réactivité est forte. Les ventes de décembre, la consommation de décembre 2020 est supérieure à la consommation de 2019, malgré le confinement. Et ça veut dire une capacité d'adaptation de tout le monde, dire du commerce, des consommateurs. Ça montre que l'impact de la pandémie, au fond, il a été moins grave que l'impact sur le commerce des Gilets jaunes de 2019. Faire très attention aux idées reçues. Et puis, je voudrais dire, il y a quand même des indicateurs qui sont au vert. Donc, en dehors de l'investissement que je viens de citer, il y a quand même cette chose que personne n'a l'air de vraiment accepter, surtout pas la gauche, c'est que le revenu des ménages, il est stable. Il n'a pas été en récession. Si vous prenez les États-Unis, c'est une année historique. Les chèques de M. Trump ont fait monter le revenu disponible des ménages américains de 6% par rapport à l'année 2019 en 2020. Donc, faire un tout petit peu attention. Et l'épargne, on n'a pas encore commencé de décaisser l'épargne. Elle est encore en progression en fin d'année sur ce qu'elle était à fin juin. Donc, il y a de l'épargne qui a été forcée. Et cette épargne, dès que les gens sont libérés, ils la dépensent et ça soutient la consommation. Et je dirais, il va y avoir aussi un argument, la dette vraiment est insupportable. Et supposons que je me trompe, que la seconde pandémie soit encore plus grave que la première, et que donc on ait quand même une récession, on ne pourra jamais trouver des moyens de relance. Eh bien si, parce qu'en fait, quand on s'endette à 10 ans, à moins 0,36 comme la République française, le service de la dette, il baisse quand la dette augmente. Et faire très attention, quand on a des perspectives de croissance qui seront, dit le ministre de l'économie, 5,5%, et que c'est la même chose que chez le Fonds monétaire international, donc tabler plutôt sur 7, eh bien, quand on est dans cette situation, la dette décroît rapidement, comme elle a décru très rapidement dans les pays qui savaient dissiper leurs finances publiques, comme l'Allemagne, après la crise de 2009, elle a décru par un effet de croissance. Et ce n'était pas des croissances spectaculaires, c'était juste que l'Allemagne avait 0,2, 0,4% de plus de croissance. Donc faire attention, on a les moyens, si la récession nous oblige à faire un nouveau plan de relance, à la Biden, si vous voulez, et par ailleurs, il n'y a pas de raison particulière que nous soyons en récession, et nous serons bien probablement dans une année historique de croissance. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'abri d'un sujet social, mais sur lequel on a souvent insisté ici. Tout ça est très inégalement réparti. Quand je dis le revenu disponible des ménages est stable, oui, mais pas pour les plus pauvres, pas pour les exclus. Et donc, il y a effectivement un différentiel qui fait que les plus riches et même les classes moyennes ont des progressions aux dépens des plus pauvres. Et ça peut avoir des conséquences et sociales et politiques. Et il faut bien voir qu'il n'y aura évidemment pas de l'explosion du chômage qui est décrite. Elle était d'ailleurs décrite pour septembre. On devait avoir un effondrement du chômage. Bon, on a eu au troisième trimestre une augmentation de l'emploi et on devait avoir une explosion des faillites. Bon, il se trouve qu'elles ont baissé de 30% en 2020. Alors on dira, tout le monde était sous une cloche avec une énorme injection de liquidité. Donc, les Cassandres disent non, on s'est trompé, ce n'était pas septembre, ça sera mars. Enfin, tout ça, si vous voulez, quand on est en pleine reprise, en plein rebond, ce qu'on pourrait commencer au deuxième trimestre, c'est franchement le goût de se tromper, mais ce n'est pas très grave, se tromper, c'est totalement indifférent, mais c'est en fait quelque chose qui dérègle complètement les anticipations. Et du coup, on n'est pas du tout prêt, on n'a pas l'emploi. Alors, on voit l'intérim qui bouge beaucoup à la hausse parce que personne n'avait prévu d'engager des jeunes en CDD ou de préférence en CDI. Bon, mais si vous voulez, on se trompe, mais cette erreur de perception, elle provoque une erreur, enfin, elle provoque une vraie crise économique qui n'est pas de perception, qui est bien réelle. Nicolas Bavrez.
Solzhenitsyn avait l'habitude de dire « crois tes yeux, pas tes oreilles ». Donc, après avoir entendu cet éloge fervent sur le dynamisme de l'économie française et la qualité de son pilotage, essayons de revenir un peu aux faits. Parce que cette épidémie elle est universelle, mais en fait, elle creuse terriblement les performances entre les pays selon la qualité de leadership des dirigeants et selon la qualité de la gestion de crise. Or, il est clair que oui, l'économie française n'a connu une récession que de 8,3%, et je rappelle que dans le même temps, l'Allemagne, c'est moins de 5% de réduction de l'activité, une situation de plein emploi, 75% du PIB de dette publique, que les États-Unis, c'est une récession limitée à 3,5%, et que la Chine a cru de 2,3%. Donc la réalité, c'est que la France, comme l'a souligné le FMI, est un pays les plus touchés et sur le plan sanitaire et sur le plan économique. Alors regardons maintenant d'abord où est-ce qu'on en est d'un point de vue sanitaire, parce que c'est ça la clé. Or, d'un point de vue sanitaire, il y a un an, faute d'anticipation, eh bien, notre pays avait du recours strict et qui lui a coûté cette récession historique. Un an après, nous nous apprêtons à connaître un nouveau confinement. Entre-temps, c'est vrai qu'on a fait des progrès dans la prise en charge des malades, mais il n'y a pas eu de vraie augmentation du nombre de lits de réanimation. Le traçage et l'isolement des malades ne sont toujours pas mis en œuvre. Les contrôles aux frontières sont restés extrêmement lâches. Et quand on regarde aujourd'hui la population vaccinée, la France fait partie des trois derniers pays de l'Union. Je rappelle qu'Israël va avoir vacciné la totalité de sa population en mars, les États-Unis en juillet, et nous n'aurons mieux que 40% des Français vaccinés à fin août. Et c'est là tout le problème. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui vient d'être dit, toute la stratégie du quoi qu'il en coûte était fondée sur l'idée que 2021 était une année post-Covid. Or, 2021 va être une nouvelle année Covid à cause du retard dans la vaccination. Et donc, nous n'aurons pas 6% de croissance, nous n'aurons pas 5,5% de croissance, nous aurons entre 2 et 4% de croissance suivant la dureté des confinements à venir. Un confinement souple, c'est 1,5 milliard par jour de pertes pour la nation. Un confinement dur, c'est 2 milliards par jour. Et si vous voulez, l'espèce de miracle qui a été dit, comment est-ce que en 2020, c'est vrai qu'on a une divergence inouïe et inédite, une activité qui baisse de 8,3%, un pouvoir d'achat qui augmente de 0,3%, un chômage qui n'augmente que de 265 000 personnes alors qu'on a supprimé 800 000 emplois, et des faillites qui diminuent de 30%. Bon, quelle est l'explication à ça? C'est que la dette publique est passée de 98 à 120% du PIB. Donc, la question qui se pose pour 2021, elle est très simple. Est-ce que la France peut de nouveau augmenter sa dette publique de 15 à 20% du PIB pour essayer de prolonger tout ceci? Et la réponse est non. Et la réponse est d'autant plus non que tout ceci n'a pas annulé les faillites ou les chômeurs, on les a simplement différés. Donc, la vérité, c'est que ce pays se trouve dans une impasse aujourd'hui qui est complète et qui explique le désespoir des Français parce qu'ils ne voient pas d'issue à la crise. Et donc, il est certain que derrière, en fait, sous l'effet de l'urgence, c'est une politique qui a été conçue sous l'effet de l'urgence et dans un état de très grande panique, et la durée de l'épidémie, est en train de la mettre en porte-à-faux complet. Et donc, en fait, nous dépensons simplement pour arrêter l'activité, différer les faillites et le chômage. Et aujourd'hui, il faut complètement revenir là-dessus. Il faut dépenser, mais il faut dépenser pour permettre à la vie économique et sociale de se poursuivre en conditions pour continuer à assurer la vie nationale. Il faut par ailleurs débattre de tout ceci, arrêter avec des mesures qui soient purement arbitraires, et il faut arrêter d'investir pour détruire l'économie, mais essayer au contraire de reconstruire et l'économie et la société. Mathias Feckel. Plusieurs choses. D'abord,
il me semble que le quoi qu'il en coûte était une réaction appropriée au moment de l'éclatement de la pandémie, au moment où le virus se répandait, où il a fallu mettre l'économie à l'arrêt, parce que cela a, dans les premières semaines et les premiers mois, permis un maintien de la confiance, permis un maintien à un niveau à peu près raisonnable de la consommation, et donc de donner un peu d'air à une économie par ailleurs totalement à l'arrêt. Il me semble par ailleurs que l'an dernier et jusqu'à aujourd'hui a conduit à réhabiliter plusieurs notions ou plusieurs sujets. D'abord Keynes, le grand retour de la puissance publique, le grand retour de la mutualisation des risques et de la mutualisation des pertes aussi, qui était tout de même décrié au cours des dernières années, peut-être des dernières décennies, a trouvé des défenseurs inhabituels sur le spectre politique et économique. Je voulais rapidement le souligner. Alors maintenant, la question, c'est surtout l'avenir et la suite, parce qu'il est évident que le quoi qu'il en coûte ne peut pas être éternel. C'est impossible et impensable. Il y a la question de la soutenabilité de la dette, bien sûr. Il y a la question tout de même aussi des différentiels entre les pays, des filets de sécurité et de l'état de providence. Il me semble qu'en Europe, si les chocs ont jusqu'à maintenant été relativement amortis, c'est en raison globalement du bon fonctionnement de cet état-providence, du moins en ce qu'il permet des transferts de revenus et l'amortissement des chocs. Alors, pour la suite, ce qui est extrêmement dangereux, me semble-t-il, c'est le décrochage de pans entiers de la population. Lionel a parlé des plus modestes et des plus pauvres, mais ça risque d'être vrai assez loin dans les classes moyennes, en fonction du scénario de sortie de crise ou au contraire de maintien dans la crise qui se dessinera. Il y a deux scénarios possibles en réalité. L'un, c'est un décrochage durable, avec une pandémie qui dure, des campagnes de vaccination qui tardent à porter leurs fruits, des mutants ou des variants qui arrivent d'un peu partout, et finalement une situation qui deviendrait vraiment très compliquée. Et puis la deuxième, c'est au contraire des choses qui, quelque part autour de l'été, rentrent à nouveau dans l'ordre, plus ou moins rapidement selon les pays, et à ce moment-là, une consommation qui peut repartir de manière très importante, avec des économies qui ont été réalisées et des citoyens qui, un peu partout, auront quand même envie de se faire plaisir après ces mois et ces années de privation. Mais si le scénario du décrochage était le scénario qui, in fine, se réaliserait, alors là, il y aurait un risque, à mon avis, de conjonction de plusieurs phénomènes. D'abord, un emballement de la dette, et même à des taux bas, elle peut finir par poser question. Un décrochage en termes de revenus et le risque d'une fuite en avant des gouvernements, se disant que face à une dette qui s'emballe, il faut donner des gages, et ces gages peuvent être des réformes structurelles. Or, moi, j'ai la conviction que dans le contexte actuel, vous avez un cocktail assez explosif. Nous avions avant la pandémie les gilets jaunes qui ont toujours bénéficié d'un soutien relativement important dans la population française. Si la sortie de crise se conjugue avec une brutalisation du corps social de manière mal anticipée, on risque vraiment de tomber dans un scénario de grande violence en réalité, violence économique, violence sociale et violence politique, avec tous les effets qu'elle peut avoir sur l'année prochaine, qui est, comme tout le monde le sait, une année d'élection importante. David Jays. Oui, la grande difficulté au fond de la situation dans laquelle nous sommes, c'est que nous sommes face à une crise marathon, avec un régime d'historicité très particulier qui est celui du stop and go permanent. Et ça ne facilite pas la tâche des conjoncturistes ou des économistes qui sont chargés d'éclairer la décision publique. Et si on reconstitue un peu la chronologie de ce que nous vivons depuis maintenant presque un an, puisque au fond nous y sommes depuis le mois de mars 2020 pour la France, depuis le mois de janvier pour la Chine, les économies ont d'abord subi un choc exogène. Elles ont été perturbées par le confinement presque intégral de la Chine et la mise à l'arrêt de son appareil de production, découvrant au passage les interdépendances
en termes de chaînes de sous-traitants et de chaînes de valeur très fortes qui lient l'Europe et les États-Unis à la Chine. Ensuite, lorsque le virus s'est propagé à une vitesse exponentielle en Occident, les économies européennes et américaines ont été plongées plus ou moins en coma artificiel, en partie sous l'effet de la stupéfaction, avec des plans de soutien plus ou moins bien calibrés en fonction de l'ingéniosité relative des gouvernements et de la disponibilité des finances publiques. Et désormais, on peut dire que toutes les économies industrialisées fonctionnent sur un mode dégradé, voire très dégradé, dans une logique de stop and go permanent. Difficile donc, dans ce contexte, de bien calibrer les plans de relance. C'est vrai que les gens ont constitué une épargne forcée, mais il y a tout de même un certain nombre d'inconnus. Ça n'est pas automatique qu'ils décaisseront cette épargne lorsque nous serons revenus à meilleure fortune. Et quand le serons-nous, de toute façon? À quel rythme vont-ils décaisser cette épargne? Vont-ils maintenir une épargne de précaution, anticipant de futures hausses d'impôts ou un rebond épidémique possible? Nous n'avons pas la réponse à toutes ces questions. Et l'investissement des entreprises a chuté, certes, dans des proportions moins importantes que ce que l'on aurait pu attendre, mais il a tout de même chuté. Il a un niveau préoccupant aujourd'hui. Et la reprise, la qualité de la reprise dépendra aussi bien du rebond de la consommation que de celui de l'investissement. Donc je pense que l'incertitude domine aujourd'hui et que la restauration de la confiance sera une variable clé. Mais si vous me permettez, Philippe, ce qui m'intéresse au-delà des plans de soutien et de relance que nous déployons actuellement pour faire face aux différentes vagues de la crise, c'est l'après-Covid. Alors je ne sais pas quand sera cet après-Covid. Est-ce que ce sera à la fin de l'année 2021, 2022, 2023? Ce qui est certain, c'est qu'il y aura un moment nous aurons vaincu ce virus. Et l'enjeu ne sera pas la relance de l'économie. L'enjeu ne sera pas simplement de retrouver un certain niveau de production. Il se situera, à mon avis, à un niveau beaucoup plus fondamental. On sera, de ce point de vue, dans une économie d'après-guerre. Les pénuries en moins, ce qui est important. Nous n'avons globalement manqué de rien durant cette crise. Pas de coupure d'électricité, pas de difficulté d'approvisionnement sur l'énergie. Les salaires, comme l'a dit Lionel, ont été maintenus à peu près. Mais tout de même, nous serons dans une économie d'après-guerre parce que certains secteurs seront durablement en difficulté, je dirais même en crise existentielle. Je pense à l'aéronautique, au tourisme, à l'hôtellerie, en partie aux arts du spectacle, au cinéma. Et c'est une illusion, à mon avis, de penser que dès que tout ça sera fini, dès que tout ce cauchemar sera derrière nous, tout redémarrera aussitôt qu'on aura donné le coup d'envoi. Il y aura des faillites, il y aura des restructurations d'entreprises très importantes. Certaines seront surendettées, probablement incapables de rembourser leurs prêts garantis par l'État. Et donc, c'est à mon avis le moment opportun de commencer à réfléchir au fond, à une question plus fondamentale. Vers quelle économie veut-on aller? Quel secteur restructurera-t-on profondément? Quel secteur fera-t-on grandir ou essaiera-t-on de développer? Et c'est là qu'à mon avis, il est urgent de convoquer dès maintenant un certain nombre de réflexions sur l'économie de demain. Je pense à celle de Robert Boyer, par exemple, sur ce qu'il a appelé l'économie anthropogénétique, celle de Pierre Welt sur l'économie humano-centrée ou même celle de Jacques Attali sur l'économie de la vie. Trois réflexions qui se ressemblent d'ailleurs. Nous sommes à la veille d'une grande révolution productive et industrielle qui touchera à tous les secteurs de l'économie de la vie. La santé, bien sûr, on a vu à quel point elle est essentielle dans nos existences, l'éducation, la formation professionnelle, la culture, le loisir, tout ce qui touche au fond au temps libre et à la vie et au bien-être des êtres humains, sans parler de la transition écologique. Et ce qui est intéressant dans cette économie, c'est que c'est à la fois de l'industrie et du service. Par exemple, la santé, c'est la conjugaison de l'excellence de services publics de santé, d'une offre privée et aussi de notre capacité à produire de la robotique médicale, des outils de diagnostic, à mobiliser l'intelligence artificielle. Donc on voit que ces frontières entre l'industrie, les services et la donnée seront demain complètement perméables et poreuses. Et au fond, et je terminerai sur cela, il ne faut pas croire qu'il y a une étanchéité entre l'économie et la politique, entre un système économique et un système politique. Ils se reflètent. Le total capitalisme chinois, qui a le moins souffert de la crise, s'appuie sur de très grandes entreprises, à moitié publiques, à moitié privées, sur une finance en partie socialisée. Et quand un oligarque chinois cherche à s'émanciper, comme c'était le cas de Jack Ma, on le rappelle sèchement à ses obligations. On sait ce qu'il en est des grandes plateformes américaines. Quelle économie française et européenne veut-on aiguiller
dans l'avenir. Eh bien, moi, je crois que l'économie de la vie, c'est une perspective prometteuse, mais pour ça, il faut se donner des outils de programmation, des outils de financement public et privé, et commencer à réfléchir dès maintenant en dépassant le court-termisme des plans de relance et de soutien qui restent encore un peu trop le nez dans le guidon. Nicolas Bavrez. Le terme qui me paraît très important, qui a été utilisé, c'est le terme de déclassement. Parce que, comme toute grande crise, cette épidémie, c'est une machine à polariser. Donc, on va avoir des gagnants qui vont sortir grands gagnants et des perdants qui seront grands perdants. Et il faut bien reconnaître que pour l'instant, la France, elle est positionnée pour être un des grands perdants. Pourquoi ? Parce que sous le problème des vaccins, par exemple, on a vraiment le déclassement de l'industrie et de la recherche. Comme on vient de le dire, non seulement nous avons des pans entiers de notre économie qui sont aujourd'hui à l'arrêt, avec une capacité de production qui est amputée à peu près de 7%, mais en plus, ce sont nos pôles d'excellence, c'est-à-dire en dehors du luxe qui continue à travailler avec l'Asie, mais tout ce qui était hôtellerie, restauration, tourisme, culture, aéronautique est durablement touché. Le déclassement, il est aussi social. Et là encore, évidemment, il y a les précaires et les chômeurs, mais j'appelle l'attention sur le fait qu'on a aussi toute une génération de jeunes, les indépendants, les commerçants, toute une partie des classes moyennes qui sont menacés de basculer durablement dans la pauvreté. Il y a une défiance du politique qui est la plus importante en dehors des États-Unis et qui est un vrai frein à la sortie de crise. Ça n'est plus un problème de reprise, c'est un problème de reconstruction. Mais pour arriver à reconstruire, il faut d'abord faire la vérité sur la situation réelle et par ailleurs, il faut arriver à débattre collectivement des problèmes. Autant le programme du CNR, quand on veut revenir au programme du CNR, c'est complètement mythique et ça n'a aucun sens. Mais en revanche, l'esprit du CNR, qui était d'avoir réussi à faire dialoguer les forces vives de la nation pour essayer de se mettre d'accord sur un programme de reconstruction, cet esprit-là, lui, il reste actuel et utile. Lionel Zinsou. Oui, je crois qu'on a quand même un espace de consensus qui est de dire que le problème, il est la reconstruction sociale, le risque, il est la fracture sociale. On a beaucoup de choses qui montrent que ça ne va pas du tout, notamment la dégradation et la baisse de production du logement social. L'administration a développé une thèse, on n'a plus besoin de construire de logements en France, il y en a suffisamment, mais ça ignore complètement la détresse sociale, les listes d'attente pour les logements sociaux, enfin, et que tout ça peut avoir des conséquences politiques. Moi, je trouve que le chiffre économique le plus important des derniers jours, c'est les deux sondages non publiés, celui qui montre que Marine Le Pen, au second tour, est à 45% d'intention de vote et le tout dernier à 48% d'intention de vote. Et que c'est lié au fait que la gauche a l'intention de s'abstenir en masse parce qu'elle est manifestement déçue de façon spectaculaire par Emmanuel Macron. Ça, c'est extrêmement grave parce que si ça se confirmait, ça, pour le coup, ça serait un facteur très grave de mesure de la crise sociale et un facteur également de renoncement à pas mal d'investissements d'avenir. Ça, c'est vraiment économiquement tout à fait sérieux. Donc, je crois que ça, c'est probablement un espace de consensus. En revanche, non, ce n'est pas une année de nouveau Covid. C'est une année, et les nouveaux confinements n'auront absolument pas l'impact du premier. Nicolas fait un peu confiance à l'intelligence collective. Le deuxième confinement a eu un impact faible sur l'économie par rapport au premier, et le troisième en aura un plus faible. Quand on prend la comparaison avec l'Allemagne, le gros de l'erreur du premier confinement, c'est d'avoir arrêté la construction. L'effet d'arrêt de la construction par rapport à l'Allemagne nous coûte 20% de la baisse du PIB
de l'année 2020. Quand vous regardez les chiffres, c'est la plus grande des différences. Et évidemment, d'abord, ça a été comblé au 3e et au 4e trimestre. Évidemment, ça ne se reproduira pas. C'est évident qu'on ne va pas fermer les commerces dans la même proportion. C'est évident que tout le monde a appris à faire du télétravail. Il n'y a pas eu d'effet d'apprentissage. C'est évident que dans les services de l'État, les services administratifs, etc., évidemment, vont rester contributeurs au PIB de la même façon. Une des différences entre l'Allemagne, qui est soulignée par Nicolas, c'est que l'Allemagne ne compte pas de la même façon que la France ses services non marchands. Quand on corrige ce que tous les économistes ont fait, on s'aperçoit qu'on est au même niveau de récession que l'Allemagne, corrigé de cette erreur sur la comptabilité des services non marchands et en ce qui concerne le bâtiment. Donc, si vous voulez, le logement, ça recoupe la situation sociale. Si on ne fait pas un programme de logement hyper actif, on va avoir une double peine. Elle sera macroéconomique, mais elle sera surtout sociale et politique. Quant à la dette, moi, j'aime bien le pathos de la dette. Et ça, pour le coup, ça a l'air de vous rassembler tous les trois. Écoutez, la réponse, pour savoir si elle est soutenable, elle est dans les mains des marchés. Les taux d'intérêt n'ont pas cessé de baisser pendant cette crise, alors que les besoins d'endettement des États montaient. Aujourd'hui, la France s'endette à 0,36 sur 10 ans. Je veux dire, et encore moins cher, de façon négative, en ce qui concerne le court terme. La réponse, elle est dans les marchés, elle n'est pas dans ce que vous pensez de la soutenabilité de la dette. Et ce qui rembourse la dette, c'est la croissance. Comment on fera de la croissance ? Bon, Nicolas ne croit pas non plus aux acquis de croissance quand on compare une année à une autre. Bon, je le regrette. Mais enfin, quand on prend les taux de croissance, quand vous avez un taux de croissance minimum quasi garanti à 3,6 et que vous vous endettez à moins 0,5, si vous voulez, vous avez un service de la dette qui est rapporté au PIB et un volume de la dette qui est rapporté au PIB baisse. Ce qui va nous arriver, c'est la baisse du PIB. Ce n'est pas 15 points de PIB de plus. Donc là, le pathos sur la dette, non, je regrette. On ne va pas faire payer à nos enfants la dette Covid. Ma génération, je n'ai pas porté les dettes de la Seconde Guerre mondiale. La génération de Nicolas n'a pas porté les dettes des récessions antérieures. Ça n'est pas vrai. C'est la croissance de demain qui va payer la dette. Donc, si vous voulez, sur ce que dit sur le décaissement de l'épargne, je renvoie David à Économie et Statistique. Il va trouver toute une collection d'articles de l'INSEE. On décaisse la dette de précaution. On fait surtout de la dette de précaution quand on craint une instabilité de l'impôt, une hausse de l'impôt. La dette de précaution, on la connaît parfaitement, elle est scientifiquement analysée. Il n'y a pas que vous disiez à titre personnel, je vais garder de la dette de précaution, c'est possible, mais les Français ne peuvent pas. Tout le monde est sous contrainte budgétaire, moins 10% de la population. Par conséquent, non, il n'y aura pas de problème de décaissement de la dette comme il n'y en a jamais eu. C'est-à-dire, tout ça, c'est des données factuelles, parfaitement étudiées. Sur les défaillances d'entreprises, oui, la Banque de France vient de dire que 5% des entreprises auront des problèmes de remboursement des prêts garantis par l'État. C'est pour ça qu'ils les rembourseront plus tard. Je vous rappelle qu'on peut les étaler sur 5 ans et qu'on peut les transformer en quasi-fonds propres. C'est-à-dire que là, pour le coup, on peut aller jusqu'à 7 ans et que l'Union européenne vient d'accepter le plan français d'apporter 20 milliards de fonds propres aux entreprises. Je vous rappelle que jusqu'à 200 000 euros, aujourd'hui, l'État, depuis novembre, prend en charge les charges fixes, les loyers, etc., des PME. Si on s'enferme dans tout le monde va être précautionneux, on va faire des faillites et on ne va jamais pouvoir rembourser, c'est contrefactuel. Donc, Nicolas nous sommes d'accord sur quelque chose au moins, c'est que si on ne prend pas plus de mesures sociales, on va avoir une menace politique en 2022 assez catastrophique. Nicolas Bavrez. Non, mais très vite, parce qu'on va passer à l'autre thème, et juste pour rappeler que ce ne sont pas du tout les marchés qui rachètent la dette française aujourd'hui, c'est la BCE à 100%. Et donc aujourd'hui, la BCE possède 24% de la totalité de la dette française de 2600 milliards. Et donc, ça n'est en aucun cas le fait que la France aujourd'hui peut effectivement emprunter et lever 260 milliards d'euros par an, ça n'est dû qu'au fait que c'est la BCE qui finit par racheter la totalité de ces 260 milliards. Et c'est une situation qui ne pourra pas durer. Merci. Je vous propose en effet que nous passions au deuxième sujet, qui est cette cascade de hashtag MeToo
Depuis Balance ton port, où ces hashtags de dénonciation des violences sexuelles se succèdent, jusqu'au dernier en date, le hashtag MeTooGay, déclenché le 21 janvier par un internaute qui a accusé un élu communiste du Conseil de Paris, Maxime Cochard, et son conjoint, de viol et d'agression sexuelle, ce qu'il nie. Le hashtag MeTooGay et sa nuée de révélations sur des incestes, des harcèlements et des viols infligés à des garçons par d'autres garçons comme par des adultes ne sont que la dernière déclinaison d'un mot dièse et d'un phénomène qui touche toute la société. Le précédent mot dièse MeToo inceste a éclos mi-janvier dans le sillage de la publication de La Familia Grande, le livre de Camille Kouchner, dans lequel l'avocate dénonce des faits de violence sexuelle commis par son beau-père Olivier Duhamel à l'encontre de son frère jumeau. Cet été, un mot dièse I was a également émergé. Des jeunes filles ont mentionné l'âge des agressions qu'elles ont subies ou à quel âge elles ont subi des agressions, donnant lieu à des manifestations inédites dans les rues de Bastia et d'Ajaccio. Début 2020, c'était l'ouvrage de Vanessa Springora, Le consentement, dans lequel l'éditrice racontait l'emprise exercée sur elle par l'écrivain Gabriel Masneff et les formes que prenait cette emprise. À chaque fois, livre de témoignages et hashtags semblent se nourrir pour libérer la parole des victimes, générant, selon Caroline Dehaas, un effet cliquet, l'idée selon laquelle, à partir d'un certain seuil de prise de conscience, le retour en arrière n'est plus possible. Selon une enquête de l'association Face à l'inceste publiée en novembre dernier, un Français sur 10 affirme avoir été victime d'inceste. Entre 92 et 97% des auteurs de violences sexuelles sont des hommes et 96% des victimes de viols, de tentatives de viol sont des femmes. Selon une enquête de l'association Mémoire traumatique et victimologie, dans 94% des situations, les auteurs de violences sexuelles sont des proches. Et une autre étude, l'étude Virage, publiée en 2020, indique qu'entre 6% des hommes homosexuels et 5,4% des hommes bisexuels disent avoir été agressés ou violés au moins une fois au cours de leur vie par un membre ou un proche de leur famille, hors couple, contre 0,5% des hommes hétérosexuels et 2,5% des femmes hétérosexuelles. On estime que l'ampleur du phénomène demeure sous-estimée, car on ne sait pas si toutes les victimes témoignent de leur agression. Partie des États-Unis, la déferlante MeToo a déjà touché un grand nombre de pays, la Chine, l'Iran, le Danemark, le Canada, la Turquie, l'Égypte, la Grèce. La libération de la parole pour dénoncer les violences sexuelles devient donc un phénomène mondial. Sur cette question, David Jays. Oui, Philippe, et d'abord, merci d'avoir mis ce sujet à l'agenda de l'émission. C'est vrai que depuis l'affaire Weinstein, en 2017, je crois, on assiste à un phénomène incroyable et planétaire de libération de la parole autour des violences sexuelles. Ça a commencé aux États-Unis, je viens de le dire, et puis en Europe, dans des milieux assez favorisés d'ailleurs, souvent pour dénoncer les agissements d'hommes de pouvoir qui profitent de l'emprise qu'ils ont, souvent sur des jeunes femmes d'ailleurs, en situation de subordination. On l'a vu entre des producteurs ou des réalisateurs de cinéma et des actrices, on l'a vu avec des directeurs de rédaction et des journalistes, avec des patrons et des salariés. Mais j'avoue avoir été surpris et très profondément ému et ébranlé par l'onde de choc que ça a suscité dans d'autres milieux sociaux, parce que les violences sexuelles ne sont pas réservées aux gens riches et puissants qui abusent de leur pouvoir sur des subordonnés, ça traverse toutes les strates de la société. J'avoue avoir été surpris et ému aussi par l'onde de choc mondiale. Ça a gagné d'autres pays, énormément de pays. MeToo a eu une résonance mondiale. Je lisais dans la revue de presse que même en Chine et en Iran, aujourd'hui, il y avait une forme de libération de la parole autour des violences sexuelles. L'Iran, pourtant, n'est pas incroyablement réputé pour ses législations féministes. Et puis, ça concerne d'autres configurations que les rapports hommes-femmes que j'indiquais. Les livres Coup de poing de Vanessa Springora et de Camille Kouchner ont mis le doigt sur la pédophilie et sur l'inceste. Et s'ils rencontrent un tel succès auprès du lectorat français, ce n'est, à mon avis, pas en raison d'une pulsion voyeuriste malsaine, mais déjà en raison de leur force propre, en particulier le livre de Camille Kouchner, que j'ai trouvé extrêmement sobre et percutant, y compris dans cette sécheresse de style.
Mais c'est aussi et surtout parce que, hélas, il lève le voile sur une réalité sociale horriblement et incroyablement répandue. Un Français sur 10 a été victime d'inceste. Ça fait tout de même 7 millions de concitoyens. Quand on sait les dégâts irréparables qu'occasionnent de telles violences dans le rapport à son corps, dans la confiance en soi, dans l'appréhension des autres, dans la découverte de la sexualité, dans l'équilibre psychique, quand on sait les séquelles irréversibles, on mesure à quel point ce phénomène sur lequel on s'est trop longtemps tu représente des crimes monstrueux dans la société française. 12% des femmes, de la même manière, ont déjà été victimes de viols ou de violences sexuelles. Et je rappelle aussi que 150 femmes chaque année trouvent la mort sous les coups de leur conjoint. Donc tout ça, ce sont des chiffres effrayants et que la parole se libère est tout à fait le bienvenu. Il y a suffisamment de raisons d'être pessimiste en ce moment pour se réjouir de cela. Alors peut-être, et pour terminer, quelques enseignements sur ce que ça nous dit sur l'avenir. Je crois d'abord que c'est la fin d'une forme d'étanchéité de l'espace privé, c'est-à-dire que longtemps on concevait le foyer ou la famille comme une sphère profondément inégalitaire, où le pater familias était en quelque sorte un petit tyranno qui avait tous les droits sur sa femme, ses enfants, ses neveux, etc. C'est terminé désormais. L'onde de choc de ces révélations montre à quel point le phénomène, je le disais, a été sous-estimé. Et de ce point de vue, il faut en tirer des conséquences. Si ces révélations continuent à susciter un tel choc, c'est que les mécanismes de prévention, d'alerte et de protection ne fonctionnent pas. Je lisais quand même dans le JDD récemment que seuls 8% des agressions sexuelles font l'objet d'une plainte. Et quant à l'inceste, même si par définition c'est très difficile à quantifier, on est entre 1 et 5% de dépôt de plainte. Alors, c'est souvent parce que les faits sont commis sur des enfants qui sont parfois très jeunes, que ça se passe dans un cadre familial où il y a une omerta dans tous les milieux d'ailleurs, parce que l'affaire Duhamel donne une image catastrophique de l'élite française et d'une forme de consanguinité ou d'entre-soi, mais c'est une situation qui est répandue dans tous les milieux. Et donc, il faut bien sûr augmenter les moyens des services de police et de justice. C'est évident. Il faut augmenter la rapidité, la célérité des enquêtes, des procès. Mais je crois qu'il faut aussi réfléchir à développer des mécanismes de prévention et d'alerte. 10% d'enfants victimes d'inceste, avec 96%, vous le rappeliez Philippe, d'agresseurs qui sont des hommes. Ça doit aussi nous poser des questions. Pardon de mettre les pieds dans le plat. Hein. Tout ça n'est pas une collection de faits divers, pas davantage qu'une série de cas individuels. C'est un vrai problème de société, à mon sens, et même de civilisation. 96% d'hommes. Que se passe-t-il dans la tête des agresseurs qui sont en majorité des hommes pour faire ça? Je crois que c'est une véritable réflexion qui est devant nous. Mathias Fekl. David a dit énormément de choses. Moi, je partage évidemment l'émotion immense et bouleversante des différents témoignages qui se sont exprimés et qui ont mis en lumière une réalité monstrueuse et extrêmement répandue. Je partage aussi l'importance de revoir, bien sûr, les mécanismes d'alerte, de prise en charge, et y compris bien après l'alerte, c'est-à-dire une fois que les faits se sont passés et que les dépôts de plainte ne se passent pas comme ils doivent se passer, comme ils devraient se passer en tout cas. Il y a des enjeux de confidentialité, d'aménagement des commissariats, de suivi procédural, de prise en charge et comment dire, de crédit accordé à la parole des victimes. Donc là, il y a énormément à revoir en termes de politique publique, en termes de services publics, encore une fois d'alerte en amont, de répression en aval et puis de coordination des différents services publics, parce qu'on voit aussi qu'énormément de cas pourraient être évités si une meilleure coordination était effective. Je veux ajouter un point qui, je crois, n'a pas été évoqué, c'est que toutes ces réformes sont indispensables, d'abord pour les victimes, mais aussi pour rester fidèles à nos principes démocratiques. Je m'explique. Il me semble
absolument nécessaire que les institutions étatiques soient en capacité beaucoup mieux, beaucoup plus fortement qu'aujourd'hui, de prendre en charge ces drames, si nous ne voulons pas que la place publique soit le seul endroit où finalement ils puissent être réglés. Et donc, ces réformes sont nécessaires si nous voulons pouvoir réintroduire du contradictoire, si nous voulons pouvoir réintroduire des principes juridiques aussi dans les réponses apportées. Donc, tout se tient en réalité. Si aujourd'hui, autant de choses s'expriment sur la place publique, je pense que c'est une violence que les victimes se font à eux-mêmes de mettre ces questions-là sur la place publique, c'est parce que finalement, elles se disent qu'il n'y a aucun autre endroit où leur souffrance, les crimes dont elles ont été victimes, ne trouvent de réponse adéquate. Nicolas Bavrez. Quand on regarde notamment le mouvement des sociétés depuis le XVIIIe siècle, c'est vrai qu'on a essayé de garantir les droits des individus, des droits politiques civiques, ensuite des droits économiques et sociaux, mais sont longtemps restés effectivement dans l'ombre et mal couverts. C'était vrai de ce qui se passait en partie au travail, à l'école, dans l'église ou dans les familles. Et c'est vrai que les violences psychologiques et sexuelles ont longtemps été un angle mort des individus. Donc, ce qui s'est passé, de fait, ce ne sont pas des faits divers, c'est une prise de conscience, et que c'est une prise de conscience mondiale qui, pour le coup, a dépassé largement l'Occident, comme on l'a rappelé, et qui touche aussi la Chine, l'Inde, l'Iran. Donc, des civilisations, des cultures, des religions extrêmement différentes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je rejoins ce qui a été dit, on a trois angles de travail. Il y a d'abord évidemment les lois, ensuite des différents services publics, et puis il y a les mentalités. Donc sur les lois, je pense qu'à la fois il y a incontestablement des choses à faire. Par exemple, la question du consentement des mineurs, je ne sais pas, ce sera au Parlement d'en débattre, mais l'idée qu'on peut dire, qu'on puisse affirmer ou qu'on puisse avoir des jugements qui expliquent qu'un mineur de 11 ans était consentant, c'est vrai que ça paraît tout à fait. Puis il y a la question de la prescription. Là, je crois qu'il faut inciter à la modération. Il me semble que l'imprescriptibilité n'est pas une solution. De le réserver à des génocides répond à un raisonnement moral et historique qui mérite d'être pris en compte. Et puis ensuite, parce que c'est très difficile de juger de toute manière de faits après 30 ans, quel qu'il soit. Et là, quand on est parole contre preuve, c'est vrai que la justice peut se perdre. Donc, il faudra regarder ces problèmes de prescription. Mais il faut que la justice passe le plus souvent possible et le plus vite possible. Ça, c'est fondamental. Les services publics, c'est fondamental. Il faut alerter, il faut prévenir et il faut que les victimes soient mieux accueillies par les services de police. Mais le dernier point qui est sans doute le plus important, ce sont les mentalités. Et je crois que là-dessus, il y a un énorme effort à faire en termes d'éducation, parce que c'est la clé de la prévention. Et comme toujours, l'éducation, la liberté, c'est le fondement de la responsabilité. Et il faut évidemment qu'elle puisse prendre en compte, elle a vraiment un rôle fondamental à jouer. Lionel Zinsou. Oui, alors moi je souscris à tout ce qui vient d'être dit sur l'émotion et sur certaines pistes de solutions. Bon, il y a trois paradoxes qui me frappent. Le premier, c'est qu'on est en présence, à mon avis, d'un progrès moral important avec cette prise de conscience mondiale. Bon, on n'a pas cité l'Inde, mais en Inde aussi, sur les violences faites aux femmes, sur les viols, il commence à y avoir une mobilisation très forte. On n'a pas cité l'Afrique, mais ça trouble profondément l'Afrique parce que c'est moins évident en réalité en Afrique sur certaines populations, notamment parce que la condition des femmes de façon générale, alors qu'elles sont les moteurs du développement,
et dans beaucoup de pays, pas dans tous, mais dans beaucoup de pays très patriarcaux, une condition qui est encore à libérer. Mais c'est un progrès moral considérable que cette prise de conscience, et il nous vient des réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui manifestement est très, très efficace pour le populisme, pour le complotisme, pour les fake news, mais de temps en temps, ça permet une prise de conscience mondiale. Et si la locution progrès moral a du sens, là, je pense qu'on arrive à une libération de la parole et à la révélation de délits et de crimes. Et les réseaux sociaux sont essentiels. Sans ces réseaux sociaux, il n'y aurait rien. Mon deuxième paradoxe, c'est que, au fond, on a considéré longtemps comme étant des minorités des gens qui forment une grande majorité. Parce qu'évidemment, les femmes sont au centre de ces sujets de violence, de viol, d'agression, et elles sont la majorité dans le monde entier. Et longtemps, elles ont été traitées à la fois comme mineures, elles ont été longtemps dans le droit considérées comme des incapables mineurs, et on en est sorti quand même qu'il n'y a pas très longtemps, hein, il y a un peu plus d'un siècle, elles n'avaient pas le droit de vote, il y a encore des pays où c'est pas évident. Alors, elles étaient mineures et minoritaires dans la perception, alors qu'elles sont la majorité. Donc, c'est aussi une espèce de majorité qui s'exprime très fortement. Le troisième paradoxe, c'est que très souvent, ce sont des sujets cachés dans l'intimité familiale ou même cachés dans l'intimité individuelle. Ça apparaît comme des expériences très singulières, intimes. Et ce qui est frappant, c'est que tant sur la révélation qui a conduit au MeToo gay, de ce qu'ont fait les élus communistes, etc., de Paris, que vous évoquiez, Philippe, que dans le cas du livre de Camille Kouchner, ça arrive tard. C'est-à-dire que les victimes elles-mêmes parlent 30 ans après. Donc, c'est des choses qui sont ensevelies pas seulement par la société, pas seulement par les familles, mais dans la plus profonde intimité de chacun. Et puis, tout d'un coup, depuis 3 ans, on s'aperçoit que ce sont des expériences millionnaires, pas singulières. C'est-à-dire, tout à l'heure, on citait 7 millions de victimes d'inceste. Bon, c'est une statistique imprécise, mais enfin, les unités de compte, c'est les millions. Et l'ensemble des violences faites aux femmes accroît ce nombre. Et puis la minorité que constituent les mineurs, alors ceux qui sont encore mineurs au titre de la loi, mais les enfants et les jeunes, mais c'est une masse considérable. Et ce sont des millions de délits annuels, répétitifs, probablement en progression, au moins en progression comme la croissance démographique. Et donc, ça n'est pas singulier, c'est millionnaire. Ça n'est pas minoritaire, c'est majoritaire. Et tout ça nous vient par les réseaux sociaux. Et je trouve que ces trois paradoxes de cette situation expliquent une grande partie de la passion que cela crée. Alors, Philippe, c'est par un pur effet de hasard que nous sommes 4 hommes invités aujourd'hui. C'est en effet. Mais évidemment, Béatrice, Lucille, Nicole ne sont pas là, Michaela non plus. Mais ça, c'est vraiment un hasard. Mais moi, je vous suis d'autant plus reconnaissant qu'on ait mis ce sujet sur la table en attendant que nos consoeurs viennent exprimer ce qu'elles en pensent. Mais je crois que c'est très, très important que ces révélations, je pense qu'on tient un progrès moral à partir de quelque chose qui est une situation qui était vraiment extrêmement immorale. Merci beaucoup. L'heure est venue de passer à notre dernière séquence, la séquence des brèves que j'ouvrirai très brièvement pour recommander un livre de Benjamin Oliven, donc on commence à parler d'ailleurs beaucoup, L'autre art contemporain, vrais artistes et fausses valeurs, publié chez Grasset. C'est vraiment un pamphlet, bien que ça en ait les caractéristiques et notamment le côté assez enlevé. C'est pas seulement une enquête, bien que ça en ait la caractéristique et notamment le récit de comment est-ce que, par exemple, au hasard, Jeff Koons peut passer pour un artiste. C'est aussi une réflexion sur les rapports avec le beau qui est menée
évidemment par un auteur qui a la conscience de mettre les pieds dans le plat et qui par conséquent quelquefois ou s'en donne à cœur joie ou ne retient pas sa plume, mais ça m'a fait penser à un autre livre qui en son temps avait provoqué la fureur d'un certain nombre de gens, et notamment dans le journal Le Monde, on avait publié un article absolument infect, et c'est un livre de Benoît Dutertre, traducteur de France Musique, qui s'appelait Requiem pour une avant-garde et qui montrait comment en musique il y avait eu plusieurs possibilités de développement de l'art et que certaines avaient été entièrement empêchées, non pas par leur incapacité artistique ou leur absence d'intérêt, mais par des rapports de pouvoir. Ça renvoie aussi à certaines analyses qu'avait fait Marie-Vonne de Saint-Pulgent. Nicolas Bavrez. Moi, je voudrais vous recommander non pas simplement un livre, mais un éditeur. En fait, je voudrais vous recommander les éditions Conférences qui sont animées par du nom de Christophe Caro, qui a reçu le prix Jules Janin de l'Académie pour sa traduction de 2 livres de Salvatore Sata. C'est un auteur italien qui a écrit un roman extraordinaire, Le jour du jugement, qui était tenu par Georges Steiner pour un des plus grands romans du XXe siècle. Et Christophe Caro a traduit à la fois des correspondances et puis des textes de Sata qui sont formidables. Et plus largement, au-delà de ce livre, enfin de ces 2 livres et de ce coffret, si vous avez la curiosité d'aller sur le site de ces éditions Conférences, vous verrez qu'il y a un tas de livres formidables de poésie, des romans, des choses pour les enfants, bref, un extraordinaire panel d'objets qui sont à la fois formidables du point de vue littéraire et ce sont en plus de très beaux livres qu'on peut lire et qu'on peut offrir. Les références de tout ça, c'est évidemment sur notre site à la suite du compendium de notre émission d'aujourd'hui. Mathias Feckel. Je vous conseille la lecture d'un magnifique livre de Giorgio Agamben, qu'on reste en Italie. Le livre s'appelle Autoportrait dans l'atelier et le philosophe il dresse donc un autoportrait, comme le titre l'indique, dans les différents ateliers dans lesquels il a travaillé. L'atelier n'est pas réservé aux peintres, en l'occurrence le penseur. Il travaille également et à travers les objets qui s'y trouvent, les photographies d'amis, les portraits d'artistes, les livres, il dresse, mais de manière indirecte, son autoportrait. On n'est pas très loin de la tour de Montaigne, même si le livre est évidemment écrit plus près de nous. C'est une magnifique méditation sur le métier de philosophe, à supposer que ce soit un métier, et aussi sur le métier de vivre. C'est aux éditions L'Arachnéen. David Jays. Philippe, vous m'avez devancé, mais je crois que nous avons le droit de recommander 2 fois le même livre. Oui, absolument. Puisque Eh bien, donc, je vous emboîte le pas. Je recommande donc aussi le livre de Benjamin Oliven qui s'appelle « L'autre art contemporain, vrais artistes et fausses valeurs ». Je ne suis pas sûr que le titre, en réalité, rende totalement justice à la profondeur de ce livre, parce que c'est vrai que quand on le voit comme ça, on se dit encore un essai, encore un pamphlet un peu ennuyeux sur l'art contemporain, ou plutôt contre l'art contemporain, et en fait, pas du tout. C'est un livre très profond, servi par une langue juste et toujours précise, qui exprime vraiment des jugements d'esthète blanchis sous le harnais, si j'ose dire. L'auteur a la pudeur de dire d'ailleurs qu'il n'est pas un spécialiste, mais on a presque envie de lui en rendre grâce, parce que c'est ça aussi qui fait la qualité de ses jugements. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce livre, pour compléter ce que vous avez dit, c'est qu'il nous raconte l'histoire d'une société secrète, ces peintres figuratifs français qui ont continué à exercer leur art un peu en marge de toutes les FIAC et autres institutions de l'art contemporain, parmi lesquelles le très grand Sam Safran, mais aussi bien d'autres que vous allez pouvoir découvrir dans ce livre. Et c'est une vraie découverte et un vrai beau livre, effectivement. Lionel Zinsou. Oui, moi je vous recommanderais volontiers un petit livre très sage, publié au Seuil dans la collection Les Livres du Nouveau Monde, de Philippe Sansonetti. À la différence de beaucoup de ses collègues, il est professeur donc, au Collège de France en virologie. C'est un grand spécialiste d'épidémiologie, et notamment des émergences infectieuses nouvelles. Et il n'est pas sur les plateaux de télévision, mais il a tenu un journal de la pandémie. Et c'est à la fois
inquiétant parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on était impréparé et qu'on aurait pu être préparé. Mais sur le travail, la mobilisation extraordinaire, très rapide des communautés scientifiques, qui, entre autres choses, ont permis d'avancer sur les vaccins et en fait probablement un peu sur les traitements maintenant, c'est à la fois sage, calme et au total assez rassurant sur son appel qui va évidemment être entendu à ce que les scientifiques impriment un tout petit peu plus les politiques publiques parce qu'on aurait pu se prémunir beaucoup mieux. Ça s'appelle Tempête parfaite, Perfect Storm, Tempête parfaite, chronique d'une pandémie annoncée. Merci beaucoup à vous tous. Merci à Sophie Jacquin, avec qui cette émission, et notamment sa revue de presse dont parlait David tout à l'heure, a été préparée. Merci à Benoît Carré qui assure le compte-rendu analytique, le compendium de nos conversations, que vous pouvez donc retrouver sur notre site, à Nicolas Tourneau qui, lui, veille sur notre site, tandis qu'Olivier Magloire veille à toutes les opérations liées à nos plateformes de financement. Et enfin, merci à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes qui sont notre producteurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel Esprit Public.